j'enseigne plus finalement. Puis c'est vraiment un signe que ça va pas bien. Merci Marjolaine d'avoir accepté de venir parler de ta période de remise en question professionnelle. Fait comment t'as fait le choix de devenir enseignante? J'ai toujours voulu être prof, j'ai toujours aimé l'école, aimé apprendre, j'aimais que les profs m'aiment, je participais beaucoup et ça faisait vraiment partie de mon rêve de passer ma vie à l'école et en devenant enseignante, j'allais pouvoir le vivre, transmettre ma passion de l'apprentissage dans l'enseignement, toute matière confondue. J'ai rapidement développé une certaine facilité en français, donc je pensais me diriger là-dedans, mais en même temps j'aimais beaucoup les sciences, la biologie, puis là j'hésitais, mais là finalement je me suis rendu compte que j'étais plus salon du livre que expo sciences. Donc là, même si j'ai étudié en sciences de la nature pour m'ouvrir toutes les portes, j'ai quand même décidé d'aller en enseignement du français. Fait que l'enseignement, ça fait vraiment partie de moi depuis les tout débuts, puis encore aujourd'hui, je sens que ça va faire partie de ma vie encore très longtemps. En 2017, tu as eu une remise en question professionnelle. Ça a été quoi les éléments déclencheurs de cette remise en question-là? En fait, ça remonte à l'année d'avant, où j'enseignais dans un milieu difficile. Je me sentais plus outillée et c'est ce qui m'a poussée à continuer mes études au deuxième cycle. Et là, j'ai commencé une maîtrise à temps partiel. Donc déjà, c'était un indice qu'il y avait quelque chose. Et finalement, j'étais arrivée dans un milieu, je pensais que c'était le bon, je pensais que j'avais trouvé ma place, puis on me renouvelait pour une deuxième année, ça allait bien, c'est sûr que j'avais une petite chose à améliorer, notamment en gestion de classe. Mais malheureusement, le début de l'année était assez stressant parce que là, c'était ma deuxième année, j'allais être évaluée pour peut-être être permanente. Ça me stressait, comme beaucoup de personnes, j'acceptais mal la critique, je savais que j'avais des choses à améliorer. Mais là, mes points à améliorer étaient assez importants. Mes groupes étaient particulièrement difficiles et même si mes collègues me supportaient, me donnaient des conseils, je commençais à être plus émotive en classe. Et là, les élèves... J'ai perdu le capital sympathie des bons élèves. Donc là, à partir de ce moment-là, ça a été une dégringolade. Et ça a été vraiment un élément déclencheur parce que ça a envahi ma vie personnelle. J'étais plus juste stressée à l'école, j'étais stressée après les heures. J'étais un peu irritable même avec mon chum. Donc ça a été ça qui a déclenché ma remise en question. Ça a été quoi un peu comme les signaux, les autres signaux qui ont fait en sorte que tu t'es dit, ouais, là, c'est le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire avec ma carrière? Mais c'est sûr que en plus du stress, j'ai senti une fatigue. J'arrivais à l'école tôt le matin comme d'habitude, j'étais déjà fatiguée. J'avais l'impression qu'en sentant l'odeur, en rentrant, j'avais pas envie d'être là, un peu comme la nausée. J'appréhendais les sons de cloche pour retourner en classe. Il y avait plein de signaux physiques que je ressentais. Puis évidemment, dès qu'il y avait un élève qui intervenait, je sentais le stress. J'avais tendance à être plus sec, plus émotive. J'étais sur la défensive. J'enseignais plus finalement. Puis ça, c'est vraiment un signe que ça va pas bien quand tu es obligé de gérer la classe, d'arrêter de mettre tout le monde en travail individuel. Tu perds le goût de ce que tu fais, les élèves le sentent, et là, c'est comme une boucle, puis ça va de pire en pire. Et je savais que la direction était toujours proche, donc ça aussi, ça jouait sur mon stress, sur mon confort. Puis j'appréhendais éventuellement un retour des parents, qu'est-ce qu'elles allaient en penser. C'est sûr que ça se parlait, c'est sûr que ça se sachait que ça se passait pas bien. Fait que c'est un peu comme tu passais tes journées à essayer de te réguler dans cette situation-là, puis c'était tellement prenant que même tu avais des symptômes physiques là, par rapport à ta gestion du stress. Effectivement, puis la journée avant ma démission, je suis allée en forêt avec ma famille, puis ça m'a tellement fait du bien, mais c'était une espèce de fatigue avant le déluge. Là. Je savais que ça s'en venait, puis
oui, j'étais détendue en vacances la fin de semaine, mais ce stress-là me suivait même pendant la fin de semaine. J'appréhendais le retour le lundi matin. Je voyais pas le vendredi venir. Les semaines s'éternisaient. Puis en enseignement, c'est pas on punch in, punch out. Ça nous suit le reste de la journée avec la correction, la planification. Donc c'était très envahissant. Je me voyais pas continuer après 2 mois. Je me disais, je passerai pas à travers l'année, c'est beaucoup trop long, là, beaucoup trop loin. Les choses qui d'habitude te permettaient de te reposer, comme aller en nature, ben c'était plus assez suffisant pour te permettre de repartir la semaine avec l'énergie nécessaire. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant cette période-là? Je pense que j'avais tellement d'attentes envers moi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'attentes envers eux-mêmes, mais moi, vu que c'était mon rêve d'être une enseignante depuis toujours, je me voyais faire ça depuis que j'avais commencé l'école. Vu que j'avais pas de plan B, puis que je pensais que j'étais bonne aussi, de réaliser finalement que je fitais peut-être pas, que j'avais peut-être pas l'étoffe, la carapace assez forte, même si j'étais dans un bon milieu, avec des bons élèves en général. Je pense qu'en général, je suis quelqu'un qui est habitué de réussir facilement. Donc là, je voyais ça comme un échec. Et en même temps, j'avais progressé. Je voyais que je m'étais améliorée, mais c'était jamais assez. Donc là, je me disais, mais là, est-ce que j'ai atteint le bout de mon avancement pour finalement réaliser que je n'étais pas à la bonne place, que j'idéalisais l'emploi, que finalement, c'était pas ce à quoi je pensais. C'est sûr que je pensais pas à tout ça sur le moment, mais je pense que c'est ce qui était derrière moi, ce souci de perfectionnisme, ce souci de rêve déçu si j'y arrivais pas. Puis ça aussi, ça a été une déception parce que je me disais peut-être que finalement, secondaire, c'est pas mon niveau. Mais en même temps, je me voyais pas du tout être au primaire. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à penser plus à l'école aux adultes. Je me disais, j'aime beaucoup tout ce qui est didactique, formation. Donc si je m'en vais enseigner à l'université, je vais sûrement retrouver ce que j'aime. Mais finalement, en étant correctrice, en faisant de la formation, francisation, je me suis rendu compte que il y a des adolescents de tous les âges et que ce que j'aimais pas chez certains adolescents, on le retrouvait aussi chez certains adultes. Puis que finalement, ce qui m'intéressait, c'était les gens qui veulent apprendre, peu importe leur âge. C'était vraiment comme l'aspect de gestion de classe, peu importe le milieu, qui venait vraiment te challenger, puis qui te faisait aussi remettre en question tes compétences en tant qu'enseignante. Oui, effectivement. Puis en continuant d'enseigner, même après avoir quitté le milieu secondaire, je voyais que j'avais des retours positifs, les clients que j'avais en cours privé appréciaient mes méthodes. Même certains employeurs me considéraient comme surqualifiée pour faire de la francisation, ça c'était quand même valorisant. Puis là, de me retrouver dans des milieux où j'avais le droit d'être dans l'erreur, parce que c'était un nouveau milieu, j'avais le droit d'essayer, d'oser, d'apprendre. Donc là, ça m'a fait comme du bien. Je partais avec une expérience, mais j'étais dans un milieu propice à faire des essais et des erreurs. Et surtout, j'étais pas surveillée autant. J'étais un peu comme un prof autonome qui se déplaçait de milieu en milieu. Donc ça m'a fait du bien. Mais en même temps, ce qui m'a le plus manqué, c'est justement ce climat de micro-société d'une école, cette collégialité. J'avais pas de collègues. Fait que là, je transmettais un peu mon besoin de bavardage avec mes clients, mais non, moi j'étais là pour les faire parler, eux pas pour parler de moi. Donc ça, c'est une des choses qui m'a manqué. De ma transition en tant que prof de francisation qui se déplace d'un endroit à l'autre. Aussi, j'ai réalisé à quel point le français, langue maternelle, c'est important pour moi, même si j'adore enseigner les bases du français. Le petit côté littérature, ça me manquait. Le côté analyse de phrases plus approfondie. En enseignant la base
à chaque jour, à chaque client, je retrouvais pas ce petit défi pédagogique-là. J'ai eu des belles relations avec eux, mais je sentais que j'étais juste une belle activité pour eux dans leur journée. C'est pas comme le lien qu'on développe avec des adolescents, qu'on voit tous les jours, toute l'année, à des périodes où ils ont des enjeux identitaires forts, où ils ont besoin d'un adulte signifiant autre que leurs parents, où ils vivent toutes sortes de choses avec leurs amis. Donc, c'est vraiment, finalement, ce climat-là que j'aimais. Puis c'est entre autres pour ça que je m'étais dirigée vers l'enseignement secondaire. Moi, mon secondaire, même s'il a été peu tumultueux, c'est quand même mon alter mater. C'est là où je me suis développée le plus du point de vue identitaire. Fait que le fait d'être allé explorer d'autres milieux professionnels, ça t'a permis d'avoir une certaine perspective sur ce que tu aimais vraiment de l'enseignement au niveau secondaire. Oui, étonnamment, aller voir ailleurs m'a permis d'apprécier finalement ce que j'avais et ça m'a rassurée sur mes qualités de communicatrice, mes qualités de développer du matériel. Et je me suis rendu compte que je m'ennuyais quasiment de la correction. C'est bête à dire, là, mais... Et surtout, le climat. Faire partie d'un groupe, d'avoir des collègues, d'avoir des amis au travail, c'était vraiment important pour moi. Vraiment. Ça a été quoi les choses que tu as mises en place ou les étapes que tu as faites pour surpasser cela, puis les ressources aussi que tu as été chercher pour t'aider dans ce processus-là? Une fois que j'ai pris la décision que c'était fini, ben moi j'avais l'impression que c'était fini, là, dans le sens où je ne voulais plus enseigner à ces élèves-là cette année-là, dans cette école-là. Une fois que j'ai pris la décision, ça a fait vraiment un poids de moins. Première chose. Ensuite, il y a eu le stress de « Oh, faut que je formule une lettre de démission. » J'avais jamais fait ça. Va voir sur Internet. Mais là, tu veux bien faire ça. Là. C'est comme une rupture. Là. Tu peux pas bien rompre, mais tu veux le plus possible bien faire ça. Je me rappelle, c'était la dernière période, ça tombait que la directrice était passée dans le cadre de porte, puis elle m'a dit « Ah, j'aimerais te parler. » Puis moi, j'avais déjà préparé ma feuille. Peu importe ce qu'elle allait me dire, moi, je savais ce que j'allais lui dire. Puis je me sentais tellement mal, tellement vulnérable, tellement toute petite. Genre, je me rappelle de m'être sentie comme m'effondrer sur ma chaise, puis d'avoir juste mis la feuille sur la table, puis d'avoir dit « Voici ma lettre de démission. » Genre, très cliché, mais genre... Puis j'ai senti que les directrices se sentaient mal. Elles se sont senties coupables, genre « Oh, on est arrivé trop tard. » Dans le sens que on savait que ça allait mal, mais on pensait pouvoir s'en sortir. Mais elles ont bien compris, elles ont été compréhensives. Je suis partie, puis là, je me sentais soulagée. Je me rappelle d'être rentrée chez moi en me disant « Ok, c'est bon. » Vu que j'étais aux études à temps partiel, j'avais droit à un certain soutien aux étudiants. Donc, j'habitais tout proche, ça tombait bien. J'ai voulu avoir un rendez-vous en psychologie, mais j'ai eu un rendez-vous avec une conseillère en orientation d'abord. Et j'étais bien contente parce que moi, je me disais « C'est fini l'enseignement! » Fait que j'avais besoin de trouver une solution. J'étais vraiment en mode proactif. Et comparé à d'autres personnes qui prennent le temps de ne pas y réfléchir, moi, je voulais y réfléchir. Je voulais régler la situation. Je savais que je continuais mes études, mais je les continuais dans un certain but. Je faisais une maîtrise. Je voulais que ces qualifications-là me permettent d'avoir un emploi. Donc, je suis allée voir une conseillère en orientation qui m'a bien aidée avant de procéder à une remise en question plus en psychologie. Parce que, dans le fond, je voulais vérifier, est-ce que je suis encore une bonne prof? Et en faisant des schémas, des discussions avec elle, j'ai réalisé que oui, j'avais des qualités d'enseignante, que oui, j'avais mes faiblesses, mais que ça ne m'empêchait pas d'être en enseignement. Puis c'est entre autres pour ça que je me suis dirigée vers la francisation auprès d'adultes, en espérant peut-être être chargée de cours à l'université à la fin de ma maîtrise. Quand j'ai eu l'occasion de discuter avec une psychologue, ça a été un petit peu plus, OK, on creuse davantage. Pourquoi je me suis rendue là? Un peu quels étaient les signaux? Quelle est la part de responsabilité du contexte de moi? Qu'est-ce que je peux en retirer surtout? À ton anniversaire de cette fameuse année-là de remise en question, tu avais organisé ce que tu avais appelé un party non linéaire. Je
suis pas le genre de personne qui invite des gens à son anniversaire. Puis là, encore moins dans ce contexte-là où j'étais en colocation, puis on n'avait pas vraiment de cuisine, là. Mais je voulais souligner quelque chose, mais en même temps, c'est comme souligner sans souligner. Je savais que si j'invitais des gens, ils allaient forcément me dire « Pis, comment ça va, l'école? » Puis là, j'aurais pas eu envie de parler de ce que j'avais vécu, du moins avec les gens qui savaient pas déjà ce que je vivais. Fait que j'ai voulu faire comme le contraire. J'ai voulu entendre mes amis, mes proches parler justement de leur parcours non linéaire. J'avais une idée déjà de qui avait vécu quel événement, mais finalement, j'ai découvert tellement chez mes amis, puis raconter mon histoire, finalement, c'était tellement dans un beau contexte de confiance que je ne le regrette pas du tout. Je pense que ça m'a un peu rapproché aussi de certains amis, de mon coloc en particulier, que je croisais. Ouais. Mais finalement, de réaliser que lui aussi s'était posé ce genre de questions-là, de réaliser finalement que j'étais normale. Et il y avait mes parents, il y avait des amis que je connaissais de différents milieux. Puis là, c'était comme ce mélange-là, ce regroupement de gens qui n'ont en apparence rien en commun, mais finalement ont tous en commun un moment en particulier où ils se sont remis en question, que ce soit au niveau de leurs études, de leur emploi actuel, leur emploi passé. Puis j'avais comme donné comme indication de trouver une façon originale de présenter le contenu. Il y en a qui sont venus avec des dessins, des photos, ou juste avec leur personne. Puis ça a été un beau moment, tout le monde réuni dans le salon. Puis je me suis sentie vraiment bien entourée. Puis pas seule, au contraire, que finalement c'était normal de vivre ces transitions-là, puis que c'était important d'en parler. Parce que de garder ça pour soi, on a l'impression que c'est un tort à cacher. Alors que finalement, ces gens-là, ils avaient l'air fiers finalement de leur changement, puis de leur évolution. Ça m'a beaucoup touchée, puis j'aurais voulu organiser ça, je pense que ça serait pas mieux tombé. On célébrait finalement notre diversité de cheminement. C'est pas parce qu'on recommence à travailler dans un milieu que c'est réglé ce qui s'est passé avant. Moi, dans mon cas, parler avec des professionnels, ça m'a aidé. Puis je pense que ça peut aider beaucoup de monde pour justement avoir ce recul-là. Donc, de ne pas garder ça pour soi, écrire, livrer ses pensées par le dessin, par l'écriture, par la voix. Je pense que c'est vraiment important. Il ne faut pas garder ça à l'intérieur. Il faut être à l'écoute de son corps aussi. Sans avoir eu de congé de maladie pour épuisement professionnel. Je sais que j'en ai vécu un parce que j'ai eu ce genre de symptômes physiques-là et surtout le relâchement, le poids qui est tombé une fois que j'ai pris la décision. C'est donner le temps de guérir de ça aussi. Ça demande du temps. Et moi, j'étais tout de suite à aller chercher un emploi. Moi, c'est ce qui m'a aidée. Moi, de recommencer à travailler, ça m'a aidée. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes, au contraire, c'est de prendre du temps pour eux, sans travailler. C'est ça qu'il leur faut. De se donner la chance d'évoluer là-dedans. Je pense qu'il faut se donner du temps, il faut en parler, de ne pas le voir comme un échec. On a tendance à vouloir cacher dans notre CV qu'on a eu une rupture de contrat, ou même dans l'entrevue, on a l'impression qu'on va se faire piéger par rapport à cet événement-là. Je pense que c'est important de ne pas le nier. On ne met pas ça en évidence nécessairement, mais je pense que si on le présente comme un moment où on a appris sur nous, sur ce qu'on veut, ça peut même faire partie d'un argument qui peut convaincre un employeur de nous donner notre chance. Merci Marjolaine de t'être livrée comme ça parce que, tu sais, on en a parlé justement, c'est la transition professionnelle, la reconversion, les remises en question, ben, tu sais, ça vient nous chercher dans nos émotions. On peut se sentir effectivement très vulnérable. Fait que d'en parler comme ça, ben premièrement, je suis sûre que c'est super aidant pour plein de personnes en ce moment qui regardent ça, mais aussi, ben ça prend du courage justement pour en parler. Ben, merci de m'avoir donné l'occasion d'y repenser. Ça faisait longtemps que je m'étais replongée là-dedans.
Puis ça m'a permis d'apprécier justement le cheminement que j'ai fait depuis la dernière fois que j'y ai pensé, puis que je vais continuer de faire, Ben oui. j'en suis certaine. Parce que le chemin non linéaire, il est pas plus linéaire Non, maintenant. non, Il effectivement. continue d'être non linéaire. Ouais, il y a plein de ramifications, puis on s'en rend pas compte. À chaque jour, on prend une ramification de plus, puis ça nous mène dans des beaux endroits.